tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre séquence sur l'avare de Molière avec l'analyse d'une scène, la scène 7 de l'acte 4. Alors je ne peux pas vous donner la page parce que nous n'avons pas tous le même livre, il suffit donc de feuilleter et puis de se reporter à cet acte-là. Ce n'est pas n'importe quelle scène, je vous rappelle le contexte. Harpagon vient d'apprendre qu'on lui avait dérobé sa cassette d'argent, Dieu sait que ce n'est pas rien, et il en est complètement fou, et ridicule d'ailleurs. Vous avez lu le texte, vous avez également vu la mise en scène, ou une des mises en scène de l'avare. Je vous avais fortement conseillé celle de Jean Giraud avec Louis de Funès. Avant de se lancer dans une lecture d'exploration de ce passage, je vous propose de relire tranquillement le texte, donc de faire pause sur cette vidéo en attendant de relire, et puis également, dans la foulée, de revoir la mise en scène de cette scène-là. Et puis on se retrouve ensuite pour une analyse plus détaillée de ce passage. Je vous dis à tout de suite. Assassin, au meurtrier, justice, justicienne, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, je ferai pour le trouver, ou courir, ou ne pas courir. N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie. Et pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est des personnes. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vous allais quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à manger. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des chefs, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Alors, j'espère que vous avez revu avec plaisir Louis de Funès jouer le rôle d'Harpagon, mais j'aimerais quand même qu'on se rapproche maintenant un petit peu du texte pour voir effectivement ce qu'il s'est passé. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, quoi de plus cher à Harpagon que son argent? On vient de lui dérober. C'est une catastrophe pour lui. Je dirais même c'est plus qu'une catastrophe. Il en devient complètement fou, il en perd la tête et il en est ridicule. Pour cette raison que j'ai intitulé effectivement cette séance « Analysons la folie et le ridicule d'Harpagon ». Mais pour le faire, il nous faut quand même utiliser des outils de la langue. Et on en a des outils de la langue. Deux en particulier que vous avez appris il n'y a pas longtemps. On a appris ensemble ce que c'était que les différentes formes de comique et on va voir que là il y en a un certain nombre.
Nous avons appris aussi ensemble ce que c'était que les différents types de phrases. On va voir que alors là, on a tous les ingrédients pour réviser cette notion qui fera l'objet d'une évaluation dans très peu de temps. Et puis, vous le verrez, on va revoir quelques petites figures de style par-ci par-là. J'aimerais commencer tout d'abord par le début de cette scène. On a une didascalie. Dans cette didascalie, on nous dit « Il crie au voleur dès le jardin et vient sans chapeau ». Pourquoi nous prévenir qu'il n'a pas de chapeau? C'est sans doute pour nous dire qu'il est tellement perturbé qu'il en a oublié son chapeau. Donc c'est véritablement déjà un indice pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et puis, on l'entend immédiatement crier, comme la didascalie nous l'indiquait. Et on a en très peu de lignes les 4 types de phrases qui se succèdent. On commence tout d'abord par une succession de phrases exclamatives. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Alors là, il exprime ses sentiments. On a bien compris lesquels. Il exprime ses sentiments de désespoir face à ce vol. Désespoir, appel au secours. On a là pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 phrases exclamatives qui s'enchaînent. Et puis, on enchaîne également avec une phrase déclarative. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Là, il annonce une information, pas n'importe laquelle. Il nous dit qu'on lui a volé son argent, mais avant de nous dire qu'on lui a volé son argent, il nous dit dans quel état il est. Et là où c'est ridicule, c'est qu'il nous dit qu'il est assassiné. C'est-à-dire qu'il nous annonce qu'il est mort. Oui, sauf qu'il nous parle. Donc il y a vraiment ici un comique de situation. Et aussi doublé d'un comique de mots. Évidemment, on ne dit pas « je suis assassiné ». Ensuite, on enchaîne avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phrases interrogatives. Et alors là, les phrases interrogatives, elles n'ont pas beaucoup de sens. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Dis donc. Il l'est dit d'ailleurs dans la mise en scène tellement vite, ce sont des phrases interrogatives extrêmement courtes qu'on n'a même pas le temps d'y répondre. Il est tellement agité finalement que tout s'enchaîne et que plus rien n'a de sens finalement. Et puis, qu'est-ce que l'on voit apparaître? 2 phrases impératives où il donne des ordres. Arrête! Rends-moi mon argent coquin! Oui, sauf qu'il n'y a personne, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas et il va nous faire comprendre que finalement ce quelqu'un c'est lui-même. Waouh! Eh bien dis donc, on va dire que Harpagon, ça tombe pas rond dans sa tête, véritablement. J'aimerais revenir aussi sur d'autres faits, notamment une phrase assez drôle. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors il nous avait déjà annoncé qu'il était assassiné. Cette fois-ci, il nous dit je me meurs, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas encore, il est en train de mourir. Je suis mort, ça y est, il l'est, alors en une seconde. Et je suis enterré. Dis donc, alors ça a été du vite fait. Il y a aussi une espèce de précipitation, d'agitation qui nous conforte dans la folie d'Harpagon. Vous voyez que ce qu'on est en train d'étudier ici, ce sont tous des petits outils de la langue qui nous permettent de comprendre et de prouver sa folie et le ridicule de la situation. Il y a plein d'autres choses, notamment une belle personnification. Je vous rappelle que dans personnification, il y a le mot personne. Une personnification, c'est lorsque l'on attribue des qualités humaines à une chose. Et là, vous l'avez sans doute vu, il attribue des qualités humaines à son argent. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Ça devient grave, ça devient grave pour lui. On frise la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il parle lui-même à son argent, qui ne lui répondra d'ailleurs jamais. Voilà. Donc on a ici ce qu'on appelle la personnification. J'aimerais, pour finir, revenir sur un procédé qui est très intéressant au théâtre. C'est celui que l'on trouve lorsque il utilise la phrase impérative « sortons ». Sortons, là, c'est un ordre, un conseil, une invitation.
met une invitation à la première personne du pluriel, le nous, sortons. Et nous, en fait, c'est qui? Ça va être Harpagon, ça va être nous les spectateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, le personnage de théâtre nous emmène avec lui et nous interpelle. Et bien entendu, le spectateur, là, ils se sent concernés. Et il était déjà, effectivement, en train de rire, et il était déjà emporté dans la folie d'Harpagon, et là, il l'est encore plus, c'est comme un tourbillon pour le spectateur. J'aimerais quand même vous rappeler qu'au théâtre, il y a un procédé très intéressant qui s'appelle la double énonciation. On est sur scène, les personnages normalement s'expriment entre eux, c'est ce qu'on appelle le dialogue dans ce cas-là, puisque pour qu'il y ait dialogue, dia ça veut dire deux, log ça veut dire parole, logos en grec, et pour qu'il y ait dialogue, il faut au moins deux personnages qui parlent sur scène. Là, vous l'avez remarqué, il est seul. C'est-à-dire que ce n'est pas du dialogue, c'est du monologue. Mono, ça veut dire un, une seule parole. Mono, un, log, parole. Donc, on est ici en présence d'un monologue. Et dans ce monologue, eh bien, effectivement, on a une double énonciation parce que Harpagon se parle à lui-même, ok ? Mais parfois, il parle aussi au spectateur, c'est-à-dire que son message, si je fais un tout petit schéma de la scène ici, on a un personnage qui parle tout seul, je suis toujours aussi douée en dessin, vous le constatez. Alors lui, là, il se parle à lui-même, ok. Il arrive parfois, souvent, qu'il y a plusieurs personnages, ce n'est pas le cas ici, mais ça arrive aussi. Le message, pour l'instant, il est présent sur scène. Mais le message, bien entendu, il part dans le public. C'est en cela que là, il y a une première situation d'énonciation sur scène. Le tableau fait du bruit. Et puis, il y a une deuxième situation d'énonciation, c'est-à-dire que le message, il est transmis au spectateur. Et tout d'un coup, lorsqu'Harpagon s'adresse au spectateur, le spectateur, il devient partie prenante de l'action. C'est comme s'il participait à la scène. C'est pour cette raison que souvent on dit que le théâtre, c'est un spectacle vivant. Ça, vous ne le rencontrerez pas, par exemple, au cinéma. Voilà. Pour analyser donc ce passage, on a vu qu'on avait utilisé un certain nombre d'outils de la langue. Magie du tableau noir, mieux que le tableau interactif. Voici un bref récapitulatif, effectivement, de ce que l'on a pu voir. On a vu qu'on avait utilisé les différentes formes de comique. On a utilisé aussi les différents types de phrases et on a utilisé quelques figures de style, surtout effectivement, je dirais, la personnification dans ce passage. C'est pas le tout. Pour la suite, alors on a terminé notre séquence sur l'avare de Molière, on va pouvoir commencer notre prochaine séquence, je vous en dirai beaucoup plus très bientôt, dès lundi d'ailleurs. Mais en attendant, on ne peut pas faire de théâtre sans jouer. Et il était prévu qu'on le fasse tous ensemble. On n'est pas ensemble, mais on l'est à distance, donc on va faire quand même le projet. Je vais effectivement vous demander à chacun d'apprendre un passage de cette scène 7, de jouer le rôle d'Harpagon, d'apprendre par cœur le texte, de mettre en scène ce petit texte à la maison, et puis de vous filmer et de me l'envoyer sur le Padlet. J'attends vos mises en scène avec impatience. Et évidemment, pour mettre en scène un passage, je vous donnerai des conseils sur le Padlet. Vous l'avez vu à travers Louis de Funès ou d'autres comédiens dans d'autres mises en scène que je vous avais conseillées. Vous pouvez vous en inspirer, mais jouer aussi votre propre rôle, puisque vous êtes à la fois là comédien et metteur en scène. Donc vous avez toutes les libertés, utilisez des accessoires, choisissez votre lieu, mettez le ton, faites des gestes, bref, utilisez tous les ingrédients pour faire un travail de mise en scène. À bientôt.